Bon, en tout cas, l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à tous, hein. Nous sommes mardi, pardon, 26 septembre, 20h36 précisément. Et aujourd'hui, nous accueillons Alexis Desjardins, qui est cofondateur de l'association. Nous l'accueillons pour le thème de la cybersexualité. C'est quelque chose auquel il faut se préparer en tant que sexothérapeute. Alors, tu nous parleras probablement d'avatar, de la libido de nos avatars, et d'autres sujets passionnants. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de te laisser la parole, Alexis. Tu as la présentation qui est affichée, donc tu la gères comme tu veux. Et nous t'écoutons. Et puis après ton exposé, je pense qu'on aura une série de questions certainement pour en apprendre encore davantage. OK? Merci Philippe. C'est à toi, Alexis. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de prendre la parole sur ce thème important avec des enjeux à venir de société, mais surtout en tant que thérapeute et sexothérapeute, puisque on va vraisemblablement être confronté très rapidement à des problématiques en rapport avec la cybersexualité. Donc, je vais passer les slides. Et voilà. Pour vous accompagner ce soir sur cette thématique, je vous propose de suivre ce plan-là, rapidement une définition sur le terme, ce qu'on entend par cybersexualité, l'évolution de la cybersexualité, et puis on passera plus de temps sur les cybersexualités, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Après, ce qui nous intéresse directement, ce sera les impacts et les perspectives en termes de comportement et en termes de aussi possibilité de prise en charge. La cybersexualité dans la pop culture, pour terminer sur une note un peu plus culturelle, artistique. Et puis, je vous mettrai les références, et ce qui laissera place à un temps d'échange sur des questions-réponses, si je peux contribuer de cette manière-là également. Voilà. Donc, en termes de définition, on entend cybersexualité, le terme qui est une contraction de cyber et de sexualité. Elle concerne la sexualité qui utilise de quelque manière que ce soit les outils technologiques. Donc, Internet, objets connectés, etc. Le cybersexe étant le terme générique qui inclut toutes les pratiques cybersexuelles. Ça, c'est tel que c'est défini par les travaux de Tisserand et Tordeau, Frédéric Tordeau, et un psychanalyste, je crois, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique, chercheur en cyberpsychologie. C'est quelqu'un dont les travaux font référence en la matière en France. C'est comme ça qu'il a posé le terme de cybersexualité. Voilà. J'ai perdu mes notes. Je couperai au montage. Je vais essayer de les retrouver. Sinon, je ferai sans. Hein, c'est la Bonaldi. Tac. Tac. Et là. Hop, partager. Diaporama. Mode présentateur. Et là, on est reparti. Très bien. Donc, en termes d'historique, on se rend compte que la cybersexualité est arrivée à exploser avec un boom au début des années 90 et un plein impact avec l'apparition d'Internet. Dans le terme cyber, il y a quelque chose qui est un terme qui a été repris étymologiquement. On parle de gouvernement. Hein, ça vient du grec. Et le grec, la racine, j'ai oublié, voulant dire gouvernement, mais ça a été aussi repris par la cybernétique, un chercheur américain nommé Norbert Wiener, qui en 1948 a baptisé la cybernétique un nouveau domaine de la science qui étudiait la maîtrise des machines. Voilà.
Donc, on considère que cyber a la même étymologie que gouvernement. Et c'est kubernétiqué, signifiant gouvernail, gouvernement. Voilà, ça c'est un article de Luc de Brabander, un philosophe qui est revenu à l'origine du mot cyber. Donc voilà pour la partie étymologique et historique. Maintenant, les cybersexualités. Ça ne marche pas mon truc. Vous ne voyez pas le... On voit pas quoi. Quand je cliquais, j'ai fait... c'est un peu la cata. Je vais partager tout mon écran et je vais faire sans mes notes. On est entre amis, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui ont un petit peu travaillé dans l'informatique, on sait toujours qu'il y a toujours un petit souci au moment où on doit J'ai mis utiliser. un lien avec un lien web. Je présente mon écran, la boucle infinie. Voilà, la présentation. On va faire comme ça. Très bien. Donc, cybersexualité. En introduction, ici, c'est la virtual reality sex, c'est les combinaisons haptiques. Je vais le développer dans la sexualité qui est, on appelle transconnectée. Sexualité connectée. Et ça date de 2016. Avec, vous avez la combinaison et est-ce que la personne avec une stimulation d'un vagin artificiel. Et la personne qui voit ça en face. On va arrêter ça. Ici, vous avez les poupées réelles. Voilà. Ça, c'est également des choses qui sont existantes sur le marché de la cybersexualité, de la sexualité connectée. Vous avez une contributrice majeure qui est de la cyber, c'est Kathleen Smooth. Ça va toujours me bugger le lien. OK. En fait, j'ai copié le lien toujours le même, c'est pas grave. Kathleen Smooth, c'est un Blue Company. C'est une psycho-sexologue qui est contributrice majeure dans la sextech avec un accompagnement en réalité virtuelle où elle a créé un jeu où les personnes peuvent venir définir à façon l'objet de leur expérience érotique, artistique, poétique. C'est quelqu'un qui est intervenu sur un TEDx à Tours il y a 5 jours. La vidéo elle date de 5 jours. Et elle parle de son expérience autour de la réalité virtuelle et comment, avec le sujet de océan, elle a fait une expérience, elle a créé une expérience sexuelle connectée avec l'océan, où elle fait l'amour avec l'océan, elle a des ressentis, des stimuli qui sont en rapport avec ceux que on peut connaître en étant connecté à l'océan. Voilà. Pour les travaux de Kathleen Smooth, je vous invite à regarder le TEDx qui dure comme un TEDx à moins de 17 minutes. Et puis Replica. Replica, c'est une IA, un langage conversationnel comme ChatGPT, sauf qu'il est interfacé avec un avatar.
Replika, j'en ai parlé dans mon intervention, enfin dans ma vidéo sur l'intelligence artificielle connectée avec la sexualité il y a quelques mois. Il y a 2 millions d'abonnés sur Replika, donc c'est l'équivalent de la population de Paris, donc c'est quand même assez énorme. Et on a pu observer déjà, il y avait un article du Figaro, je l'ai mis dans les sources de la présentation, qui en mars disait « Rendez-moi mes amis ». La personne qui est un peu comme dans le film Her, devient complètement accro à l'expérience. Mais il y a également d'autres troubles qui apparaissent dans le sens où en début d'année, il y a eu un changement d'algorithme. Alors, on peut interagir avec l'avatar, avec les avatars, on peut avoir des relations sexuelles. Et il y avait dans ces 2 millions d'utilisateurs, forcément des personnes qui avaient l'habitude, qui avaient mis en place, en plus des systèmes sûrement addictifs, des comportements d'addiction sexuelle, ou en tout cas de consommation et de rapports sexuels avec les autres avatars, les avatars de l'IA. Et en janvier, ils ont fait une mise à jour, et la mise à jour avec la conséquence de, chez certains personnages, le fait de refuser d'avoir des rapports sexuels, ce qui n'était pas le cas avant, ou le fait de les avoir d'une manière tarifée. Et ça a provoqué des troubles anxieux et jusqu'à des dépressions suite à ce changement de comportement. Donc, ce qu'Alain Héril nous présentait dans sa formation, pour ceux qui l'ont fait en début de cursus, il y a déjà plusieurs années, est en train d'arriver réellement dans le monde réel aujourd'hui. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Et puis, alors là, c'est Illusion VR, c'est ce que vous voyez depuis le début avec la combinaison haptique. Et c'est comme dans le film Ready Player One, où vous interagissez avec une combinaison qui vous renvoie des stimuli. Donc, vous pouvez être connecté bientôt à une IA et faire l'amour, avoir des rapports sexuels avec l'IA et ressentir ces sensations-là. Ou alors le faire en étant connecté à votre partenaire, en étant séparé de plusieurs continents. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu de temps sur les cybersexualités. Il n'y en a pas non une seule, mais plusieurs. La première, on va parler de sexualité passive et interactive. Par sexualité passive interactive, on considère que c'est les jeux vidéo érotiques du type dating simulation, où il y avait un autre jeu qui était Second Life, par exemple, où vous pouvez simplement interagir d'une manière passive pour réaliser différents fantasmes. Dating simulation, on est sur quelque chose où on va avoir des niveaux avec des objectifs à atteindre en termes de séduction. Donc, dans les cybersexualités, il faut comprendre que c'est dès lors qu'il y a une interface. Et je vais le développer. Les sites de rencontres, c'est dans le monde numérique, le second point, la cybersexualité connectée. Dès lors qu'on est en train d'interagir avec Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, et qu'ils nous servent de support à un échange avec une visée excitatoire, on est dans une sexualité connectée, dans une cybersexualité. Donc, on va parler de monde de sexualité immersive qui peut se dérouler dans un monde numérique également, avec ce que vous avez pu voir dans le film Black Mirror,
enfin, dans la série Black Mirror, un épisode où ils sont connectés. Donc la sexualité immersive, c'est à travers la présence d'avatars dans lequel on va interagir avec une réalité virtuelle. Et on va être immergé dans cette sexualité, dans cet environnement-là. Et après, je vais revenir sur ça plus tard, sur la transsexualité, juste après. On va voir une forme d'hybridation entre les univers dans le monde numérique et le monde réel. Donc, ces outils-là de cybersexualité, cet environnement-là, cette cybersexualité connectée, on retrouve également les usages des combinaisons haptiques, comme vous avez pu voir dans Illusion VR. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Quand tu veux, oui. N'hésitez pas. Okay. Alors, on parle de transasexualité entre hybridation et transamour. Et on considère aujourd'hui qu'on a dépassé l'approche traditionnelle qui semblait à opposer le réel vis-à-vis du virtuel. Et il y a plusieurs types de transasexualité en forme d'hybridation. Il y a des hybridations simples, dans le sens où quand on va avoir une sexualité qui va être soutenue par des échanges avec des sextos, pour dire « Ah tiens, je vais te retrouver ce soir et je vais avoir envie de te faire ceci ou cela », et bien tout ça, ça va nous amener à soutenir le rapport sexuel qui peut arriver par derrière, et donc on va parler déjà d'une hybridation. Donc on est dans une dimension qui va être connectée avec notre partenaire, mais vis-à-vis d'un autre support que le réel. Donc, on parle d'une traversabilité permanente. C'est-à-dire qu'il y a la connexion plastique entre deux mondes, le physique et le numérique, qui va former une réalité psychique et la représentation d'un seul et même monde. C'est en ça qu'on va parler de transasexualité. La forme simple, c'est ce que je vous ai dit, c'est le texto qui vient soutenir ça, ou ça peut être le post-lude également. On s'est retrouvé, on a fait un quickie vite fait, il s'agit d'une relation légitime ou illégitime, et par derrière, ah tiens, c'était trop bien, et on est dans la continuité de la sexualité à travers cette traversabilité-là des deux mondes, entre le réel et le numérique. Ensuite, il y a une forme hybride qui va être plus complexe, qui est en rapport avec cet épisode de Black Mirror où les personnes vont pouvoir s'identifier, enfin, se connecter à travers leurs avatars, se séduire, rentrer en connexion, avoir un rapport sexuel, développer une forme d'amour, que sais-je, et ils vont pouvoir après se rencontrer dans le monde réel. Et la rencontre qu'ils vont avoir dans le monde réel va être enrichie de par ce qu'ils auront vécu dans le monde numérique. C'est-à-dire que dans le monde réel, ils vont pouvoir aller rejouer les avatars, le rôle de leurs avatars qu'ils jouaient dans le monde numérique. Et réciproquement. Donc, on parle d'une boucle, c'est les travaux de Tordo. Il dit, suivant l'hypothèse en question, dans cette hybridation entre une sexualité physique et une sexualité numérique, que se fondent les transformations et les métamorphoses de l'identité contemporaine. Donc, notre identité, c'est là où il y a un impact, c'est qu'on se construit identitairement à travers nos réalités physiques, numériques, et les boucles qui se tissent entre elles. La mise en œuvre de cette
boucle forme une hybridation psychique qui va transformer peu à peu la réalité psychique en métissant en son sein des réalités distinctes. Monde physique, monde numérique, identité physique, identité numérique. Et on va parler dans ce cas-là de la création d'une entité, d'une identité numérique. Il y a les travaux de Sherry Turkle de 2003 qui aborde le moi comme un système multiple. Donc, ce sujet-là, il est de l'ordre de la transcorporation également, pour évoquer une transformation du vécu corporel, pardon, par l'hybridation des matériaux biologiques et des interfaces. Ça, c'est Bernard Andrieux qui pose ça comme ça. Ça, c'est la forme plus complexe avec ce qui va se passer dans les conséquences en termes de société et qui vont avoir des formes d'évolution sur nos rapports dans la manière qu'on aura de construire notre identité sociale. On parle de transsexualité et aussi de transamour. On parle de rencontres originaires sexuelles, mais aussi amoureuses, avec cette hybridation dans le monde numérique et physique. Et là, il y a une décorrélation qui peut s'opérer dans le sens où Tordo fait référence à une expérience d'une jeune fille qui vient le voir et qui lui relate non pas tout le bonheur qu'elle a de vivre une relation cyber avec quelqu'un, mais la difficulté qu'elle éprouve sur le fait de ne pas pouvoir le rencontrer physiquement. Et après, cette jeune Sophie va s'interroger sur le fait de pourquoi le jeune homme en question ne veut pas la rencontrer. Pourquoi elle n'a pas d'échange téléphonique, pourquoi il ne répond pas à ses envies, à son désir de rencontre dans le monde réel. Elle se rend compte qu'elle a échangé une seule fois d'une manière vocale par Internet et ce jour-là, le garçon en question avait une extinction de voix. Et puis, dans son collège, dans son lycée, elle observe qu'il y a une fille qu'elle ne connaît pas, qui va parler beaucoup d'elle, continuellement. Si bien qu'à un moment donné, le masque va tomber et cette personne qui parlait d'elle était en fait la personne derrière l'avatar de son amoureux. Et alors, il y a cette hybridation qui va faire que, ce transamour qui va faire que elle va se cliver de manière à rester psychiquement stable et elle va détester la personne qui va être originaire de la supercherie, tandis qu'elle va continuer à aimer, à éprouver des sentiments autour de Nicolas, son amoureux, son avatar qui n'existe pas dans le monde réel, mais qui relève d'un véritable amour, qui est lui un amour qui est bien physique, puisque il se manifeste en termes de sensations, d'émotions, de réalité psychique chez elle. Donc, l'avatar n'existe pas, mais l'amour, lui, va exister. Et c'est ce en quoi on va pouvoir toucher du doigt les difficultés nouvelles qui vont pouvoir arriver en cabinet. Voilà pour la transasexualité et le transamour. Donc, c'est des notions qui peuvent apparaître complexes de prime abord, qui nécessitent qu'on y revienne et parfaitement assimilables.
La technosexualité, ça sera une sexualité avec les machines. Donc, ce dont je vous ai parlé avant, c'est une forme de cybersexualité qui est à travers l'interface des machines. Là, c'est avec les machines. Donc, on parle des robots, des poupées connectées, de cette vidéo qu'a voulu se lancer pendant tout le début de la présentation. Et la technosexualité, elle va avoir des conséquences également dans le sens où, positif ou négatif, hein, on verra dans les enjeux que, d'une manière générale, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais elle va permettre à des personnes qui n'arrivent pas à rentrer en relation avec le sexe opposé ou le même sexe, mais à interagir avec autrui physiquement, d'avoir un accès à la sexualité, mais également de mettre en place un système d'addiction et de ritualisation, dans le sens où ils ne seront plus capables de n'avoir qu'une sexualité comme ça, que à travers la sexualité avec les machines. Et cet enjeu, il peut avoir des conséquences sur la mise en place de fétichisation, mais aussi d'enfermement et d'une interaction sociale qui pourrait être en diminution, hein, d'un enfermement, et les personnes vont être recluses sur elles-mêmes. Et puis, en termes de cybersexualité, il y a ce qu'on appelle l'autoporn, c'est-à-dire la mise en scène de soi-même à travers une webcam, à travers un écran, qui va s'inviter comme une nouvelle pratique. Là aussi, clairement, ça va être positif ou négatif. Va y avoir des façons de se mettre en scène pour se revaloriser, pour interagir. Souvent, ça se fait en live, ou ça peut être sur Snapchat, ou ça peut être sur des sites de visio, comme Chatroulette, ou ce genre d'autres supports. Les personnes qui ont expérimenté Chatroulette ont été sûrement exposées à des hommes qui étaient en train de se masturber et qui cherchaient des partenaires. C'était très, très fréquent. Et en matière d'autoporn, c'est Bernard Andrieux qui dit se montrer nu et le revendiquer est devenu une nouvelle définition de l'art plutôt que d'être un modèle nu pour un artiste. Le développement de la culture du selfie favorise le développement de la nudité politique, l'engagement féministe des artistes femmes dans une nudité, avec le selfie porn nu, le porn conceptual, le Visual Study of Unusual Pornography montre les autres corps et sexualités. Donc, choisir de se montrer nu alors que l'on est plus grosse que la moyenne, comme dans Showground, ne devient pas plus positif qu'un nom de l'autoporn de la body positivité. La distinction entre la femme grosse et la femme ronde, celle entre le surpoids masculin et le ventre gras, sont éradiquées dans ce nouveau type d'image. La censure de la nudité queer, mais aussi naturiste, est désormais au centre d'un combat esthétique, à la fois pour faire reculer les normes morphologiques, gros, minces, d'âge, vieux, de genre, LGBTQIA+, que pour affirmer de nouvelles formes esthétiques comme l'autoportrait nu. Il y a une question aussi autour du genre, autour de se revendiquer de ce que l'on est à travers l'exposition que l'on veut montrer de soi. Voilà. Se mettre en scène soi-même, fuck her, him,
se masturber devant une webcam, s'exiler sur un site de partage, se performer avec d'autres sur YouPorn et autres Pornhub sont autant de techniques comprises jusque-là comme de l'exhibition dont le caractère public reste interdit. Pourtant, avec la connexion sur les réseaux, et même si la pudeur et la privauté ne sont pas garanties en raison des modes de diffusion et d'intrusion, c'est moins l'exhibition dans une nudité publique qui est montrée que le désir d'interconnexion des corps. Chaque corps ne suffit plus dans sa sexualité imaginaire d'onanisme. La connexion virtuelle dans ce monde de la distanciation sociale et physique favorise une communication sexo-émotionnelle. Voilà, pour l'autoporn. Est-ce que vous avez des questions? En fait, moi, si je veux bien ouvrir le banc. En fait, quand je t'écoute, finalement, on est depuis longtemps déjà dans la cybersexualité parce C'est que ça qui est surprenant, oui. les godes connectés, par exemple, au téléphone portable ou les masturbateurs pour hommes, pareil, connectés à des téléphones portables, on est déjà dans la cybersexualité. Dans les webcams, ça fait très longtemps que ça existe sur les sites de libertinage, par exemple. Bon, là, c'est plus réservé. Il faut un password pour rentrer dans ce monde-là. C'est pas, je dirais, public accessible à tout le monde. Mais donc, on est déjà depuis longtemps dans la cybersexualité sans le savoir. On fait de la prose comme Monsieur Jourdain sans le savoir. Donc, j'en ai pas conscience, en fait, avant de t'écouter. Donc, Et merci. ouais, c'est ce que dit aussi Christelle Bonny qui est la présidente de Sextech for Good, Ouais. dans un podcast de Camille Bataillon. Elle dit que la cybersexualité est présente depuis très très longtemps dans notre vie. Il y a eu un effet un peu boom avec l'IA et avec Replica, avec la notion d'avatar. Où il y a une ouverture des champs des possibles liés à la puissance de l'intelligence artificielle qui fait que c'est arrivé sur le devant de la scène. Mais d'un point de vue étymologique, c'est dès qu'il y a une interaction avec une machine, soit en support, soit avec une machine. Et ce qui m'a amusé en t'écoutant, c'est que je me suis dit, bah, on parle pas du hacking, on le parle dans l'Internet classique, mais imaginons qu'il y ait des robots, il y en a déjà qui a priori, sont capables de faire l'amour. On peut penser qu'il y aura à un moment donné des hackers qui viendront interférer peut-être des viols de robots du fait de hackers qui finalement piratent le système électronique et violent la personne. Donc ça m'a fait sourire intérieurement. Alors c'est Mais un peu décalé, mais donc ça veut dire qu'on va être amené à traiter finalement des cas encore plus complexes finalement. Euh, et donc c'est ça que je trouvais marrant en t'écoutant, ouais, de penser à ça. c'est voilà, c'est une parfaite transition sur les impacts et les perspectives. Alors, je suis sans mes notes. Je suis comme une poule avec une fourchette. Donc, les impacts, la manière de... je vais réussir à retrouver les notes d'une autre manière. Aujourd'hui, on va avoir différents troubles qui vont arriver, notamment sur l'addiction au personnage, l'addiction sur le comportement, tout ce qui est réification et tout ce qu'on va connaître, mais qui va être transposé avec les nouveaux usages du numérique. J'avais posé la question dans la vidéo sur l'IA, sur le fait de... il y a un enjeu sur tout ce qui est possible et qui n'est pas permis dans le monde réel, puisque ça ouvre un champ des possibles infini. Donc, on peut coder n'importe quelle transgression, comportement paraphile
qui est puni par la loi et qui, là, parce qu'il n'y a pas de victime, va poser une question en termes de tomber sur le coup de la loi différent. Hein. Tu peux parfaitement violer un avatar aujourd'hui, tu ne seras pas condamné au pénal parce que tu as violé l'avatar que tu as créé. Donc, la mise en place de comportements addictifs avec une excitabilité, des mécanismes d'entrée en excitation qui vont aller se renforcer à mesure que le comportement va s'installer, va durer dans le temps, qui, le jour où les personnes sont coupées de cet accès à cette forme de sexualité, va avoir un impact, lui, qui va revenir dans le monde réel. L'habitude de ne pas s'assurer du consentement dans le numérique qui va venir parce qu'il y a cette hybridation psychique entre le moi numérique et le moi physique qui va faire qu'il peut y avoir des repères qui sont bousculés et donc poser des difficultés sur la notion d'interagissement dans le monde réel. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, les addictions, j'en ai parlé. On n'a pas réglé le problème d'addiction dans le monde réel, avec les addictions, que ce soit sur les substances ou sur le porno. Et là, on met en place des systèmes qui vont pouvoir aller stimuler d'une manière encore plus importante les zones du cerveau sur les mécanismes addictifs. Les impacts positifs, parce qu'il y en a, c'est qu'en termes d'éducation sur la santé sexuelle, la cybersexualité donne accès à des informations pour lesquelles beaucoup de personnes pourraient ne pas avoir accès. Dans le même podcast, Camille parle sexe, Camille Bataillon a fait un podcast où elle a posé les questions qu'on lui pose à ChatGPT, on dit comme ça, et elle dit « J'ai été stupéfaite de voir avec quelle qualité l'IA a répondu. » Donc, il y a quelqu'un qui n'oserait pas venir en cabinet chez nous ou qui n'aurait pas les moyens, peut avoir un accès à des informations qui sont somme toute de qualité sans que ça lui coûte quoi que ce soit. Sur la notion de sexualité et handicap ou accès à la sexualité difficile, parce qu'il n'y a pas que les personnes handicapées qui n'ont pas accès à la sexualité, il y a ceux qui sont pas dotés de qualité ou physique ou intellectuelle ou sociale d'interagissement pour entrer et qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels, il y a un accès à une forme de sexualité. Le réel ne fait pas, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Et donc, là aussi, ça peut avoir des impacts positifs. Et voilà d'une manière générale pour les impacts en matière de sexualité, de cyber, de manière positive. Les enjeux, c'est faire face à des demandes qu'on ne connaît pas encore, dans lesquelles on va devoir s'adapter. Avec cette hybridation qui est vraiment le cœur de l'évolution du... je vais lire. Je finis la phrase et parce que j'ai perdu mes notes, j'ai bugué toute la présentation. Cette hybridation qui va être centrale, je pense, dans notre accompagnement. Donc,
je crois aujourd'hui pas que ce soit l'avatar qui puisse avoir des problèmes de libido. Je pense que ça sera plutôt la libido en berne, en sommeil, qui sera atone chez l'individu, qui pourra créer des difficultés d'interaction de l'avatar avec autrui. Et donc, poser une difficulté dans le fait d'avoir accès à un monde numérique qui est source de satisfaction, je vais me tourner, oublier les difficultés, les vicissitudes de la vie quotidienne. Je crois que l'avatar, ça sera vraiment plutôt le reflet de ce qu'on peut vivre. C'est également, d'une manière positive, un enjeu, des possibilités importantes sur la transidentité. Donc, les personnes qui voudraient réaliser une transition, mais qui ne seraient pas prêtes à faire la transition dans le monde physique, et pouvoir se trouver dans le monde virtuel en étant la personne qu'elles aimeraient être, avec la difficulté de confondre le monde virtuel avec le monde réel et de ne plus interagir que comme ça, de vouloir oublier le monde réel. Le droit au consentement, oui, ça on en parlait tout à l'heure. Aussi assouvir ses pulsions sur l'objet plutôt qu'un humain ou un animal. En termes de... Tu peux préciser, Maryse? Oui, c'est utiliser au final cette cybersexualité pour se dégager d'une pulsion, par exemple, qu'on aurait de faire sur un enfant ou un animal, de le faire en irréel plutôt qu'en réel. Alors même si, là, bien sûr, la morale est là, enfin voilà, mais c'est des choses dures, mais c'est quand même mieux de le faire sur un avatar que sur quelqu'un avec des sentiments, des émotions, etc. Et c'est là où l'enjeu il est double, parce que c'est là aussi il y a une question de la cybernétique, c'est un système qui avec une régulation, c'est-à-dire que tu vas avoir une action et cette action va engendrer un effet qui est le même effet, va avoir à nouveau une action sur la cause. Exactement. Donc la difficulté là-dedans, c'est d'arriver à réguler plus tard, mais aujourd'hui c'est pas le cas, les possibilités numériques dans les différentes pratiques sexuelles pour éviter qu'en les ayant d'une manière virtuelle, elles puissent venir nourrir une envie et un éventuel passage à l'acte, parce que on va ressentir plus de sensations et mettre en place le système addictif avec la déficience du circuit récompense au niveau du cerveau, qui va faire que la personne va avoir toujours envie de plus. Et donc, c'est réussir à permettre d'utiliser ce support-là d'une manière vertueuse pour les raisons que tu évoques, sans avoir le vice de vouloir réaliser ça dans le monde réel. L'avatar a aussi une forme de dissociation. On peut avoir une perte de libido chez l'avatar, mais que l'on ne veut pas voir chez soi. Oui. Ouais. Et c'est formidable, c'est édifiant de voir les capacités de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai entendu parler une seule fois de possibilité qu'une IA ait conscience d'elle-même. On dit la réalité rattrape toujours la fiction. Alors pourquoi pas imaginer qu'un jour notre avatar ait besoin d'une psychanalyse
Et je pense que, effectivement, l'avatar peut avoir besoin d'une psychanalyse, mais je pense que, en réalité, bien entendu, enfin, c'est son propriétaire, entre guillemets, qui a besoin de la psychanalyse. Sauf qu'il n'a pas forcément envie de le reconnaître ou même conscience qu'il en a besoin d'une. Mais par contre, il est plus facile pour lui de le voir chez l'autre. Et donc, en travaillant sur l'autre, hein, comme ils font partie d'un même système, n'est-ce pas? Oui, On peut espérer que ça rebondisse sur le propriétaire de l'avatar. oui, je suis d'accord. Euh, voilà pour les impacts, les enjeux. Je vous propose de terminer Oui, sur peut-être la… juste un point, si tu permets, Oui, bien Alexis, sur sûr. les enjeux et les impacts, parce que, bon, on a vu, effectivement, Marie mettre en évidence que ça peut avoir un impact positif, finalement, pour ceux qui peuvent avoir des déviances dans le réel, autant les faire sur le virtuel, ça c'est OK. Et là, je pensais aussi, moi, j'ai une nouvelle cliente qui fait du vaginisme et qui ne peut pas accepter la pénétration. Donc, ça peut être aussi une façon pour elle, ou pour ce genre de personnes, de pouvoir faire dans le virtuel ce qu'elle ne peut pas faire dans le monde réel. Et complètement. Comme l'accès à des fantasmes qui peuvent être support thérapeutique pour le couple. Mm. Et c'est ce que propose justement Kathleen Smooth avec ses I'm Blue, je crois le nom de sa société, qui est à Barcelone, où ben, tu as une initiation à un cours de tantra devant la Sagrada Familia. Et, mais les personnes qui ne seraient pas à l'aise pour aller interagir avec un groupe dans un stage de tantra, par exemple, ça peut être de cet ordre-là. Exact. Ouais. Investir le sujet de la sexualité sadomasochiste, BDSM avec un jeu de domination psychologique, par exemple, dont la personne n'oserait pas aller dans les milieux pour diverses raisons, problèmes liés à sa construction, à son surmoi, la morale, peur d'impact sur la carrière professionnelle, tu vois, ce genre de choses. Et de pouvoir aller réaliser ces fantasmes de soumission ou de domination dans un monde virtuel, ça peut être également un support pour l'épanouissement de la sexualité. OK. Ok, merci. Je vous propose qu'on termine sur la présentation, voilà, avec quelque chose de plus léger pour dire à quel point la sexualité est dans notre culture depuis longtemps. Cybersexualité, pop culture. On trouve ça dans les films avec Blade Runner en 82 et notamment une problématique du consentement avec l'Android. Puisque Blade Runner, c'est des robots. Dans Matrix, c'est le personnage de Switch qui est originellement une femme dans la matrice, alors que c'est un homme dans le monde réel. Et les sœurs Wachowski, là, créatrice, lapsus révélateur, puisque quand ils ont fait le premier Matrix, c'était des frères et qui ont réalisé leur transition toutes les deux. Donc dans la matrice, c'est l'opportunité pour Switch d'être tel que elle aurait aimé, ou il aurait aimé l'être. Le film Her, où le héros principal devient amoureux de son algorithme au point de s'enfermer. Voilà, avec Joaquin Phoenix, très chouette à voir. Ensuite, il y a Ex Machina. Donc ça, j'ai ça dans mes notes.
Est-ce que je vais réussir à vous les mettre? Voilà. Cette œuvre aborde la question de la sexualité humaine et de l'attraction envers des robots dotés d'intelligence artificielle. Voilà. Et Lon Overman, en 92, c'est un film qui explore la réalité virtuelle et la transformation physique et mentale d'un homme en utilisant les technologies avancées, avec, comment il s'appelle, Pierce Brosnan, jeune. Voilà, pour celles et ceux qui aiment Pierce Brosnan. Et puis Ghost in the Shell, c'est en 1995, c'est une œuvre manga dont les adaptations en animé abordent les thèmes de la cybernétique, de l'identité, de la sexualité dans un univers futuriste. Ça, c'est déjà en 1995. Donc, on est dans le sujet. En termes de production musicale, il y a Computer Love, qui aborde le thème de l'amour dans le contexte de la technologie et de communication numérique. Il y a Virtual Insanity par Jamiroquai, qui exprime la frustration liée à la vie moderne. La technologie et la réalité virtuelle sont omniprésentes. Parce que les difficultés qu'on peut voir arriver dans nos cabinets sont aussi en rapport de ceux qui ne sont pas connectés et qui vivent au contact de ceux qui le sont trop. Hein, en thérapie de couple, eh ben, mon mec ou ma nana passe tout son temps sur Second Life, à s'envoyer en l'air, où il m'a trompé avec un avatar. Voilà. Computer Love, donc relation entre homme-machine, et Duran Duran, Electric Barbarella, qui évoque une relation avec une femme robotique. Et puis pour terminer, la littérature. Il y a beaucoup de BD. Il y a Neuromancien, c'est un roman de science-fiction où il y a une relation sexuelle sur les thèmes de la cyber. Sex Criminal et les BD qui explorent des relations complexes entre adolescents, démons, gardiens, réalité virtuelle, cybersexualité. Sex Criminal, c'est dessiné de manière humoristique le concept de pouvoir figer le temps en atteignant l'orgasme, ce qui permet au protagoniste de commettre des méfaits. Donc, voilà pour la présentation. Ce que j'ai utilisé pour cette présentation, c'est sexualité humaine. Je ne sais pas si vous le voyez là. Comprendre et soigner. Je vous ai mis toutes les références. Il y a la vie liquide également, qui est un concept intéressant. On peut voir dedans. Le TEDx de Kathleen Smooth. Vous allez adorer le cybersexe. Et puis, ce sur quoi je m'étais appuyé pour faire la vidéo dans laquelle je présentais l'IA et la sexualité. Voilà. Okay, merci Alexis. Moi, j'ai peut-être une question. Bon, on n'est pas nombreux ce soir, mais est-ce que vous avez déjà eu parmi vos clients, des gens qui vous ont amené des problématiques liées finalement à la cybersexualité? Tu en as, Marina, ouais. Est-ce que tu veux partager un petit peu, en ouvrant ton micro, effectivement, ce que tu as eu à aborder comme problématique? Oui, avec plaisir. C'est un homme qui est justement venu me consulter parce qu'il était complètement addict aux images virtuelles pour arriver à se masturber, et ses rapports sexuels avec sa femme étaient devenus hyper compliqués. Donc, il a vraiment posé le mot d'addiction à tout ça, et on a d'abord travaillé à qu'est-ce qui lui faisait plaisir dans la vie, autre que ça. Et j'ai fini, après un temps passé avec lui, à aussi voir le couple pour pouvoir savoir comment les accompagner, pour quels étaient les feux verts et les feux rouges de chacun. Et il a en fait découvert que sa femme aimait plein de trucs qu'il n'osait pas. Et elle aussi, elle a réussi à exprimer des choses qui mettaient en œuvre et qui faisaient feu rouge chez elle. Donc, ça a ouvert le champ des possibles.
Donc après, un temps, il a effectivement dit qu'il avait moins d'appétence au virtuel, mais le cas échéant, est-ce que maintenant, où est-ce qu'on en est après plusieurs mois, je ne sais pas, je ne les vois plus là. C'est toujours pareil, je pense qu'on peut avoir des rechutes, quoi. C'est un peu comme la cigarette et l'alcoolisme, voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine. Pour répondre à ta question, au-delà de l'addiction au porno, j'ai pas eu de cas de mémoire. Ouais. Mais à Lyon, peut-être. Non, Maryse a dit non. La même Non, chose que c'est ça, toi. c'est à part une addiction, j'ai envie de dire très simple, au porno, enfin, en tout cas très banale. Non, j'ai pas eu ce genre de problématique, mais que je trouve très intéressante, mais bon, je ne l'ai pas encore accueillie. Non, moi non plus, effectivement, j'ai pas rencontré ce type de symptômes ou de troubles. Mais effectivement, ça peut, l'addiction au porno, oui, ça, elle existe chez pas mal d'hommes, moi que je vois, à des niveaux assez poussés, et ils sont incapables ils peuvent passer 3 heures, 4 heures la nuit devant des sites. Et ils n'arrivent pas à s'en détacher, ça c'est clair. Mais bon. Ok, moi, je trouve très intéressant les problématiques de transfert finalement, de transsexualité entre on est dans le virtuel et puis finalement on va passer dans le réel. D'ailleurs, avec les dangers que ça peut avoir, parce qu'on fait des choses on peut faire des choses dans le virtuel qui sont interdites et on va pas simplement oublier le consentement. C'est déjà ça, c'est un point important, mais on va aussi éventuellement ne plus faire de distinction et amener dans le réel des choses qu'on s'autorise à faire dans le virtuel et qui sont interdites par la loi dans le réel. Donc, effectivement, la frontière pour ces personnes-là, elle va être extrêmement ténue et on peut avoir des débordements assez forts dans la sexualité au réel parce qu'on ne sait plus où on est finalement. C'est exactement ça. J'ai retrouvé donc, je peux revenir sur les troubles. Les troubles qui peuvent se développer. Donc, préférence excessive pour les expériences sexuelles parce que en réalité virtuelle, il y a plus de plaisir ressenti parce qu'on crée la personne. Moi, un jour, j'ai un client qui me dit je regarde du porno. C'est un couple de personnes asiatiques, d'origine asiatique, et sa femme a une petite poitrine. Et il me dit je suis accro au porno, moi j'adore les gros seins. Les gros seins, ça bouge, c'est hypnotique. Et il y a, dans le cas d'un accès à une réalité virtuelle, il peut se créer un avatar avec exactement tel qu'il voudrait, tomber amoureux de cet avatar et puis se déconnecter des relations réelles, émotionnelles, physiques de sa femme, de sa partenaire. Donc, il y a les rencontres en ligne, dépendance au sextoy connecté, sextoy connecté, avec tous les mécanismes de ritualisation, fétichisation, où ça devient systématique et où la personne ne peut que jouir à partir du moment où elle a un plug connecté, un œuf vibrant ou le vagin avec le masque. Là. Et sinon, problème d'anéjaculation, par exemple, chez l'homme, parce que évidemment, les deux sexes les deux genres sont concernés. Trouble de l'exposition compulsive en ligne. Il faut absolument que je me mette en scène. Cyberharcèlement sexuel, désintégration de l'identité sexuelle, addiction à la pornographie, oui. Pression pour la performance sexuelle due au porno. Voilà. Trouble de l'identité sexuelle dans le métaverse. Dissociation entre le corps réel et l'avatar, on en a parlé, Philippe, fort justement. Dépendance émotionnelle à un avatar. Mais c'est le cas de Sophie. Elle est amoureuse de Nicolas qui n'existe pas.
jalousie, communication sexuelle dans le métaverse, intimité, identité corporelle. Voilà. Je trouvais intéressant de l'ajouter. Ouais. Bah, effectivement, c'est un sujet auquel il faut se préparer, qui est en tout cas passionnant parce qu'il il évolue avec les nouvelles technologies à une vitesse prodigieuse. Et donc, ça va venir très, très certainement dans nos cabinets. On va découvrir ça en live parce que je pense pas que ce soit enseigné encore ou un petit peu. Enfin, il y a on nous parle de cybersexualité, mais effectivement, comment accueillir un homme qui va venir en pleurs parce que son avatar ne fait plus l'amour, comme tu parlais de réplica, ou qui a le consentement maintenant et qui va lui dire, bah non, j'ai pas envie de faire l'amour. Bon, et donc il va se sentir frustré, abusé. Peut-être ça va le mettre en colère. Donc on peut avoir effectivement des scénarios assez intéressants dans nos cabinets dans les années à venir en tout cas. Ce matin, je regardais, j'ai commandé un article de la revue suisse de sexologie qui présentait voilà, juste il y a 5 points sur les recommandations d'implication pratique. De questionner donc les motivations qui sous-tendent l'usage, les activités sur Internet et en dehors, le contexte affectif, l'humeur, le style d'attachement. Oui, voilà, il y avait cette notion dans les facteurs qui favorisent l'addiction au cybersexe, ces personnes qui sont dans des troubles de l'attachement, soit évitants, soit anxieux. Donc, l'attachement et donc cette difficulté d'interagir qui peut faire qu'ils vont se tourner plus facilement vers la cyber. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore, Sandrine, Aurélie, bon, Marina s'est absentée, ou des points, ou Stéphanie, non, ou des points partagés sur le domaine? Non, moi je voulais juste te dire, c'est Sandrine, que effectivement c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi-même, j'en ai pas du tout eu en clientèle. Et c'est vrai que c'était l'attitude à adopter en fait face à cette nouveauté entre guillemets. C'était comment réagir face à tout ça en fait. Alors je suis plutôt nouvelle, on va dire, en sexothérapie, mais voilà, mon interrogation c'était comment réagir face à à ces, euh, ces nouvelles, je sais pas si on peut dire pathologie, mais Si. réellement, Ouais. si. C'est clairement. Donc voilà, en fait, mon interrogation, c'était ça, quoi. C'était vraiment ouais. comment réagir, quoi. Pour moi, oui. D'abord, oui, tu as raison de parler de pathologies nouvelles à venir. Ce sera le cas. Évidemment, on ne sait pas comment tout accompagner face à des pathologies dont on n'a même pas encore connaissance. Pour moi, la meilleure façon de faire, c'est d'appliquer les fondamentaux de base qui sont d'abord l'accueil inconditionnel et la solidité. Être solide. Et puis après, forcément, il y a une phase de déconstruction du trouble. Comment il prend composition et pouvoir répondre après, point par point, soit sur les manques, soit sur les bénéfices et par quoi les remplacer. Je calibre. Alors, mais je suis d'accord avec toi, Alexis. De toute façon, on est amené souvent à avoir en cabinet des choses, des éléments, des pathologies, des troubles qui dépassent nos propres limites. Hein. C'est toujours aussi, on est confronté quand tu as un trouble qui vient et que toi tu vis comme moi uniquement avec une femme. Et bon, bah c'est pas la même chose. Ça nous confronte. On n'a pas nécessairement les réponses toutes faites, mais c'est effectivement par l'écoute et par poser effectivement les briques qui nous semblent essentielles qu'on arrive petit à petit à accompagner le client. Donc, comme tu dis, il y a de l'écoute et il y a de l'accueil inconditionnel. Moi, aujourd'hui, j'étais pas formé au BDSM il y a peut-être un an. Je commence à m'y intéresser grâce à Alain Héril qui nous a emmené dans un stage intéressant au mois de mai-juin. Donc, je comprends un peu mieux le BDSM et ben, je peux mieux en parler maintenant parce que je m'y suis intéressé.
tout l'objet de ce genre de webinaire qui nous permettent de nous stimuler dans nos acquis, dans notre compréhension, justement, de choses nouvelles et qui nous donnent des pistes déjà de pouvoir mieux accueillir ce qui est un peu fantasmagorique, bizarre, parce qu'on ne les connaît pas. Et souvent, il y a des synchronicités parce qu'on va s'intéresser à ceci ou à cela et juste après, on va recevoir une demande sur le sujet. Que nous attendent nos clients demain? Que vont-ils nous amener? Préparons-nous au choc. Ok. Ça marche. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions ou de points, merci en tout cas à Sandrine pour ton partage. Marina non plus, Maryse non plus. Il nous reste à te remercier, Alexis. Donc là, bien sûr, l'enregistrement sera sur Internet. Ouais, Enfin, je sur sais pas. Internet. Je suis addict. Non, ça dans le site. Et puis, tu pourras la compléter de ce que tu as rajouté enfin, également qui passe sur un de tes slides. Mais ça sera en tout cas intéressant pour tous nos amis qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir et qui souhaiteront t'écouter. Merci encore. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir entretenu finalement la sauce et l'esprit de la sauce. Au revoir. Bonsoir à tous. C'est Aurélie. Excusez-moi, j'arrivais pas à activer mon micro. Je voulais juste vous dire bonjour, merci, bonsoir. C'était génial. Je vous ai suivi en voiture. Je suis en plein déménagement, mais c'était génial. Bon, merci Aurélie de ta fidélité en voiture et en déménagement. Merci Aurélie. C'est un plaisir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Tac. Voilà. Hop, c'est bon. Oui. Tac.